Bonjour à tous et bienvenue sur Passe D, le podcast roman qui te parle de sport. Aujourd'hui, comme pour tous les épisodes, je suis avec Maxime. Maxime, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça nickel, très content d'être ici pour cette émission. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur l'invité d'aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est avec Léonie Pointet, qui a récemment été au JO de Paris en tant qu'athlète. C'est parfait, t'as tout dit. On se retrouve direct avec l'invité. Léonie, bonjour. Salut. Bienvenue dans notre podcast. On est très heureux que tu sois là avec nous. On va évoquer ta carrière, on va évoquer ton sport, le 200 mètres, le relais. On va aussi évoquer l'expérience de Paris. Mais d'abord, j'aimerais commencer par la jeunesse de ta carrière. Comment est-ce que tu as commencé l'athlétisme ? Alors j'ai commencé à 8 ans, donc ça fait un bout de temps maintenant. Et puis quand j'étais petite, je suivais tout ce que ma sœur faisait. Elle a commencé le vélo, du coup je l'ai suivie. Et puis elle s'est mise à l'athlétisme, du coup je l'ai suivie. Donc c'est grâce à elle. Et est-ce qu'aujourd'hui elle est encore là-dedans ou... Alors un petit peu moins, elle fait pas mal de politique et toujours beaucoup de violon. Elle fait du sport de son côté, elle a l'objectif de faire un marathon. Donc elle fait encore du sport, mais elle est un peu moins dans l'athlétisme. C'est à quel moment que tu l'as un peu dépassée, si j'ose dire ? Alors ça a toujours été pas facile avec elle. C'est vrai que quand on est sœurs, il y a toujours un peu cette rivalité aussi. Mais j'ai toujours été assez forte en sprint, donc assez vite aussi devant elle. Mais elle était plutôt en train de faire des lancers et puis plus du multiple. Donc on avait un peu deux parcours de carrière différents. Parce qu'elle est plus âgée que toi ? 2 ans de plus, ouais. Ok, donc ça a toujours été un peu ton modèle, si j'ose dire. Oui. Est-ce qu'il y en avait d'autres de modèles, plus par exemple de la télé ou je sais pas, des amis que tu connaissais qui t'ont motivé à faire ça ? Alors je dirais pas forcément quand j'avais 8 ans, parce que je regardais pas non plus forcément le sport à la télé, mais plus ça avançait, je dirais vers le début de l'adolescence, je regardais les jeux, je regardais les championnats. Donc assez vite, les sprinters suisses, ils m'ont un peu donné l'envie de les suivre, quoi, je dirais. Est-ce que tu as des noms peut-être à donner ? Mujinga. Usain Bolt, il n'est pas suisse, mais je pense qu'il en a inspiré beaucoup. Et puis Sarah Cho, qui est d'ailleurs maintenant une très bonne copine, donc c'est fou. Et puis, je dirais ça, trop principalement. Qu'est-ce que ça fait justement maintenant de côtoyer ceux qui étaient tes idoles ? Ça fait bizarre parce que c'est devenu une pote alors que je l'admirais. Enfin, je l'admire toujours, hein. Oui. C'est pas ça, mais c'est bizarre parce que on croit qu'on va jamais pouvoir forcément la côtoyer et tout. Et puis là, on se côtoie beaucoup pour le relais, pour les entraînements. Donc ça fait bizarre de se rendre compte qu'on est du coup à son niveau alors que c'était une idole. Et est-ce que du coup t'en prends l'opportunité pour justement lui donner recevoir des conseils ? Oui, toujours, surtout avec le relais. C'est vrai que son expérience, elle fait beaucoup, que ce soit Mouji ou Sarah ou même Salomé Cora, qui parle très bien français et où je suis assez proche d'elle aussi. Donc ça fait du bien aussi d'avoir des conseils et de prendre leur expérience. Cool, ouais. Est-ce qu'il y a eu un peu une crispation au début quand tu les as côtoyés de se dire je suis avec elle, ou c'était naturel et elles t'ont accueilli Je pense qu'il faut faire un petit step t'as toujours l'habitude d'être derrière elle et puis il faut se dire du coup faut pas les laisser passer. Maintenant je peux être devant elle et je pense que c'est un petit step aussi mental à faire, mais non, ça va. Après Mujinga, j'ai pas fait ce step parce que j'arrive pas à être devant elle, mais peut-être bientôt. Je reviens un peu en arrière. Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer dans l'athlétisme ? Parce qu'on sait qu'à cet âge, on a tendance à essayer un peu tout. Qu'est-ce qui t'a plu ? Je pense que j'ai toujours aimé courir. Et puis, de voir aussi que c'est un sport où j'étais pas mal forte. Quand on est petit, on fait toujours de tout. On fait pas que du sprint, on a fait de la longueur. J'aimais beaucoup aussi. Après, hauteur, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un sport assez complet. Puis je pense que quand t'es jeune, ça te stimule pas mal à rester. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. Est-ce que tu avais d'autres disciplines dans lesquelles tu étais plutôt forte ? La longueur, mais je me suis assez vite démonté le dos en atterrissant dans le sable, donc j'ai assez vite arrêté et j'ai fait vite que du sprint. Et puis c'est les entraîneurs qui te mettent sur la bonne piste ou c'est vraiment toi, tu te dis ça me plaît plus et donc je vais plus aller là-dedans ? Je pense qu'il y a beaucoup du fait que ça me plaît, après aussi les résultats, parce que quand tu vois que t'es fort quelque part, tu vas plus te diriger, puis je pense que les entraîneurs ont aussi un rôle de te canaliser un peu où tu peux performer. Mais est-ce qu'il y a par exemple une discipline où tu étais très forte mais tu n'aimais pas ça du tout, ou l'inverse où tu n'étais pas excellente mais tu adorais faire ça ? Peut-être quand on est jeune, on fait des 1000 ou des 600 mètres et j'étais pas si mal, mais je suis un peu chiant à faire, quoi. Ok. Donc je pense ça, ouais. Et qu'est-ce qui t'a dirigé spécifiquement du coup vers le 200 mètres ? Je pense que ça me plaît plus que le 100 mètres. Ok. Peut-être le fait que, personnellement, moi je me mets moins de pression quand je fais un 200 mètres qu'un 100 mètres. Ok, tu saurais expliquer pourquoi ? Peut-être dans ma tête, c'est peut-être que le 100 mètres, le moindre petit détail fait que t'as pas le temps de rattraper tes petites erreurs en soi. Et du coup, donc je me tu mets te plus donnes de l'impression pression. que tu as le droit à l'erreur un peu ? Ouais. Pas trop. Oui, hein, mais... c'est pas. C'est comme un test qui a moins de points. Ouais, voilà, exactement.
C'est plus sélectif. Et puis 200 mètres, tu as vraiment le temps de faire ta course. Et puis tu peux avoir des forces différentes dans ta course, alors qu'un 100 mètres, tu dois être fort partout, quoi, je dirais. Et du coup, c'est vers quel âge que tu te diriges vraiment à fond là-dedans ? Alors moi, j'ai fait que du sprint à partir de 14 ans, je dirais. Mais après, quand t'es jeune, c'est pas forcément des longues distances encore. T'es encore sur 80 mètres. Mais ouais, vers 16 ans, je pense que j'ai fait du 200 mètres. Ouais. Et c'était où que t'as commencé ? Le club où j'ai commencé, c'était le Carvevet. Puis maintenant, c'est devenu c'est à Riviera. Puis du coup, j'étais jusqu'en 2022 à m'entraîner là-bas. Et il n'y a jamais eu des peut-être plus grosses structures qui t'ont attiré, peut-être pour des autres infrastructures ou des entraîneurs un peu plus, pas compétents, mais plus pro ? Jusqu'en 2022, j'étais du coup, j'ai pas mal changé d'entraîneur, mais en 2022, j'étais toujours avec un entraîneur de mon club. Et puis là, depuis du coup septembre 2022, je suis partie m'entraîner dans un groupe d'entraînement à Lausanne, où on est un peu plus, je dirais, dans la performance et dans la professionnalisation, avec des athlètes un peu tous élites. Et puis je pense que ça, il faut aussi au bout d'un moment, parce que c'est bien de s'entraîner avec les locaux et puis les jeunes qui sont motivés, mais après, quand il y a un énorme un peu gap à l'entraînement, c'est aussi dur mentalement et puis physiquement. Et est-ce que dans le cadre justement de ceux qui t'entourent, il y a une différence ? Est-ce que tu as plus de personnes qui sont justement qui te suivent ? Est-ce que tu as, au-delà d'un entraîneur, peut-être un préparateur physique en plus, ou non, si tu arriverais à les lister peut-être ? Alors j'ai juste en soi un entraîneur qui s'appelle Kenny Gay, et puis dans notre groupe on a aussi un coach assistant qui s'entraîne aussi avec nous, mais c'est Samuel Coco. Et puis en soi c'est un peu eux mes deux seuls coachs, j'ai pas forcément d'autres coachs autour, à part un coach national pour le relais. Et puis il y a aussi un coach national quand on part en camp d'entraînement, généralement c'est le coach national qui s'occupe de nous. Et puis ce qui m'a attirée aussi dans ce groupe, c'est que on travaille aussi un petit peu avec des physios où on s'entraîne, et puis c'est ça aussi qui est important, que pas juste avoir un coach qui s'occupe de toi, mais aussi un peu plus une structure. Ouais, c'est puis ça. mon coach est physio aussi, donc c'est vrai qu'il est un peu plus compétent dans tout ça, je dirais. Tu as évoqué le relais justement. On t'a approché en pensant que tu pourrais être pertinente dans cette discipline, ou c'est toi qui t'y es mise naturellement ? Alors généralement, quand on est bon sur 100 ou 200 mètres, on est de toute façon dans le cadre de relais, assez jeune. Si on est bon, après on peut refuser, mais c'est un peu bête de refuser, parce que c'est un peu la première opportunité pour te qualifier pour des grands championnats. Donc on est un peu automatiquement, quand on est fort dans un relais, je dirais, en Suisse. Tu nous as amené un objet qui est une figurine, un petit chaton. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il signifie pour toi ? Alors c'est mon animal totem, le chat. Et puis du coup dans mon groupe d'entraînement, on a tous un animal totem, et puis notre coach nous donne une petite figurine. Et puis j'ai choisi ce chat parce que j'ai toujours aimé les chats, j'ai toujours eu des chats, et puis je me ressens un peu chat, si je peux dire ça comme ça. Je suis assez explosive, mais je suis aussi très vite fatiguée comme un chat. J'aime beaucoup aussi me reposer, puis dans le caractère aussi, je dirais que je me ressens un peu chat. Est-ce que tu arriverais à lister peut-être d'autres animaux qu'il y a dans ton équipe ? Alors il y a un ours polaire, un ours, un guépard évidemment dans le sprint. Oui, c'est pas étonnant. Un zèbre, il y a... Et c'est par rapport à vos caractères en dehors du sport, ou c'est vraiment sur la piste ? Ça dépend un peu des gens, on peut choisir. Donc moi j'ai trouvé le chat parce que c'était un peu complet autour de moi. Mais après ça dépend un petit peu des gens, je dirais. Mais ça, c'est un entraîneur qui a mis ça en place pour un peu que vous... Enfin, c'est quoi le but finalement ? Alors le but principal, je sais pas trop, mais en fait toujours un team building chaque année, et puis c'est un peu l'activité du team building. C'est l'esprit d'équipe peut-être ? Ouais, peut-être. Et puis aussi... du coup, moi, c'est ma petite figurine fétiche que j'ai tout le temps dans le sac d'entraînement et en compétition. Donc, moi, j'attache beaucoup d'importance à ce petit truc. Donc, voilà. Trop bien. À quel moment est-ce que tu as eu le déclic qui t'a fait dire ça, c'est pas non seulement une passion, mais c'est vraiment un truc que je veux faire comme presque métier ? Je pense que c'est au fur et à mesure que le niveau monte au final, parce que quand on commence, c'est un loisir. Après, de plus en plus, quand tu vois que tu peux aller au championnat suisse, faire des médailles, t'essayes de te concentrer de plus en plus. Et puis, c'est vraiment il n'y a pas eu de fort déclic, je dirais. Mais c'était plus de voir que le niveau monte, que j'arrive à me qualifier. Et que tu arrives à continuer à suivre le rythme. Exactement, que ça s'améliore tout le temps. Et puis que les petits sponsors arrivent, il y a tout qui se met en place. Et je pense que c'est ça qui fait que je me vois professionnellement là-dedans. Et puis je pense qu'au moment de ce déclic, c'est aussi un peu l'âge où tu commences peut-être à sortir un peu avec des amis et tout en soirée. Comment est-ce que tu fais justement pour gérer les deux, les balancer ? Moi, après, j'ai jamais été vraiment beaucoup sortie, donc c'est ça qui a aidé aussi. Mais de plus en plus, je me dis, si le niveau est là, ça me manque pas de sortir.
mais parce que ça amène plus de positif. Mais peut-être si je vois que ce sport, il m'apporte plus grand-chose, ou j'arrive pas à m'améliorer, je stagne beaucoup, je me blesse, c'est vrai que je vais me rendre compte qu'il y a d'autres choses dans la vie. Mais en soi, dans une saison, je sors 2 fois par année, quoi. C'est mes 2 seules sorties où je me prends une monstre race. Enfin, j'espère que mon coach ne va pas entendre, mais c'est mes deux sorties de l'année. Et puis, il faut pas forcément plus, quoi. Et toi, ça te suffit donc? Oui. Okay. Il me faut 6 mois pour récupérer de chaque sortie. Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, à un événement ou à une compétition, là, j'y suis, j'ai atteint quelque chose qui me conforte dans l'idée que c'est la bonne direction que je prends? Alors, je dirais en 2021, c'était... En fait, grâce au Covid, j'ai pu me concentrer un peu plus dans le sport. Et puis, en une année, mon niveau, il a extrêmement augmenté. Je crois que j'ai perdu plus d'une demi-seconde sur 100 mètres, ce qui est assez énorme dans mon PB, donc. Puis, je suis arrivée à des championnats suisses en faisant 11-20. C'était à l'époque le record suisse U23, donc moins de 23 ans. Donc, c'était quand même un niveau... Enfin, c'est là que j'ai fait vraiment le step. Et du coup, un peu tout le monde m'a sauté dessus. Ah, mais c'est incroyable ce que tu fais. Puis, c'est vraiment là aussi que j'ai eu le déclic c'était en 2021, donc juste après Tokyo, de me dire Paris c'est dans 3 ans, donc c'est réalisable. Et puis je pense que c'est là que j'ai eu le déclic. On parlera de Paris plus tard, mais du coup, quand tu vois Tokyo, tu te dis là, c'est l'objectif, prochaine Olympiade, j'y suis. Je dirais qu'au début c'était j'espère y être, et puis plus ça avançait, plus je me dis il faut que j'y sois, quoi. Ouais. Peut-être des performances marquantes de cette période, les premiers championnats suisses ou premiers championnats d'Europe, des choses qui t'ont marqué. Alors, je dirais en 2021, c'était du coup mes premiers championnats d'Europe U23, donc moins de 23 ans. C'était vraiment ma première qualification internationale où je pouvais représenter la Suisse, donc ça c'est assez... la première fois, c'est toujours dingue. Et puis l'année d'après, en 2022, j'ai réussi à aller à Munich, du coup les championnats d'Europe élite, donc toutes catégories confondues. Puis là, c'était mon premier championnat international chez les femmes, les grandes. Et puis je pense que c'est 2 événements assez marquants. Et puis les championnats d'Europe à Munich, comment ça se passe la qualification justement pour y aller? Alors dans l'athlétisme, il y a toujours une période de qualification où il faut faire soit un temps minimum, ou alors maintenant ils ont mis en place un système de ranking où ils prennent les 5 meilleures performances de la personne. Ça fait, comment expliquer ça simplement? Chaque performance fait un nombre de points. Okay. Puis après, ils font la moyenne de tes 5 meilleures performances. Oui. Et puis, ils font un ranking. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ça qui est priorisé? Disons que ça fait ça donne l'opportunité à plus de gens. C'est vrai que les minima minima sont hyper compliqués à avoir. Donc, en fait, tous mes championnats internationaux là, en élite, j'ai réussi à y aller grâce au ranking. Ah non, pas les championnats d'Europe à Rome l'année passée. Ouais, le ranking, c'est vraiment, ça donne l'opportunité aux gens. Et c'est ça qui est cool, parce qu'il ne faut pas une bonne performance, mais il faut un peu une stabilité. Je pense que c'est important aussi de donner l'opportunité. Oui, clair. Et puis du coup, pour revenir à comment se sélectionner, la période de sélection, elle se termine toujours 2-3 semaines avant le championnat. Ça dépend un peu où il est. Et puis après, la fédération sélectionne. Et puis, on ne sait jamais très beaucoup. On sait jamais beaucoup à l'avance quand on part. Du coup, ça se fait toujours un peu à la der. Et il y a des sélections au sein de la Suisse ou c'est libre? Enfin, il n'y a pas de nombre limite pour la Suisse ou... Si, c'est toujours 3 par discipline. Ah, quand même? Ouais. Ok. Et donc toi, est-ce que tu arriverais à retracer justement depuis Munich combien de fois tu as été qualifiée ou pas? Alors j'étais du coup à Munich en 2022. En 2023, j'ai de nouveau eu des championnats d'Europe U23. Après, fin 2023, j'ai eu des championnats du monde chez les femmes à Budapest, sur 200 mètres aussi et 4x100. Après, les championnats d'Europe à Rome en 2024, sur 200 et 4x100. Et puis Paris sur 200 et 4x100. Donc pas mal d'échéances quand même. Pas mal, oui. Ça s'est enchaîné très vite, mais tu as dit que le Covid a joué un rôle important. Pourquoi cette période qui a été plutôt négative pour beaucoup de monde? C'est vrai que je pense que je suis la seule personne où c'était positif, mais en fait, je faisais une année propédeutique santé à cette époque-là. Puis en fait, elle s'est stoppée parce qu'on ne pouvait plus aller en cours et puis on a arrêté notre stage. Du coup, j'avais plus de temps pour m'entraîner. Je m'entraînais 2 fois par jour. Puis je pense que c'est ça qui m'a fait que mon niveau a méga augmenté. Et puis, parce que les structures étaient ouvertes d'entraînement? Alors, je faisais dans mon jardin. Ah, ok. Non, j'avais justement pas mal de matériel pour faire dans le jardin. Je rejoignais aussi mon coach où il y avait un petit bout de piste qui était ouvert à Lavet. Oui. Du coup, on faisait un peu comme ça. Et puis, ça a bien fonctionné sur moi. Et est-ce que c'était toi qui étais très discipliné ou c'était justement grâce à ton coach que tu as pu rester en mouvement, si je puis dire, durant le Covid? Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'assez discipliné. Si je veux faire quelque chose, je le fais. Donc, je pense oui, le coach a un rôle parce qu'il me suivait, il avait mes plans d'entraînement et il me faisait beaucoup aussi. Mais je pense que moi, j'étais aussi pas mal disciplinée.
Donc durant le confinement, tu voyais quand même un peu le bout du tunnel, tu te disais au bout d'un moment ça va quand même se terminer ce confinement et puis je vais reprendre la course quoi. J'espérais parce qu'en plus après quand le confinement a se arrêté, on a pu reprendre les entraînements mais pas forcément tout de suite en salle. Donc l'hiver c'était dehors, c'était froid, c'était pas facile. Les compétitions aussi, on n'avait pas forcément de public, c'était pas tout de suite facile à reprendre, mais je dirais à partir de fin 2021 c'était tout normal et puis c'était cool aussi. Oui, donc tu as dit avant, en comparaison avec le Shaq, tu étais assez paresseuse, mais ça se transparaît pas trop apparemment. Ouais, parce que je suis très disciplinée, mais aussi dans le repos, parce que c'est vrai que dans le sport, il faut aussi beaucoup récupérer, beaucoup se reposer, donc ça je suis aussi très stricte là-dessus. Quand je me repose, je me repose. Tu as parlé précédemment avec d'autres médias que tu as eu un manque de motivation à un moment de ta carrière. Comment tu as réussi à le surpasser ? Alors, c'est vrai que c'était quoi ? C'était en 2000... C'était quand on l'a fait vie ? En 2019 ? Ouais. L'été 2019, c'était là. Parce que mon ancien coach, du coup, ancien... il me suivait pas trop, c'était pas ouf, les performances elles venaient pas, il y avait la FEVI donc je découvrais du coup aussi la fête. Oui. Donc j'étais moins motivée et puis j'ai changé d'entraîneur, j'étais chez Christian Dosseguer pendant 2 ans et c'est justement avec lui que pendant le Covid on s'est motivé, on s'est beaucoup entraîné, donc je pense que ce coach a été m'a beaucoup aidé pour reprendre la motivation. Ouais. Et tu penses que le fait que pendant le Covid tu aies beaucoup progressé a aussi aidé à continuer ? Oui, c'est clair. Parce que quand les performances elles viennent, ça va tout seul au final. Donc, je pense que ça a fait beaucoup. Et au contraire, quand ça stagne, comment tu arrives à gérer cette un peu frustration qui vient ? C'est pas facile, il faut aussi se rendre compte qu'on peut pas toujours progresser. Puis ça, c'est vrai que dans la vie d'un athlète, c'est pas facile parce qu'on s'entraîne tous les jours et au final, le cours est la même chose qu'il y a 2 ans. Mais je pense que la patience en étant athlète, c'est assez important et c'est aussi un truc que j'ai appris là dans les dernières années. La patience et puis pas forcément attendre que le progrès se fasse maintenant, mais plutôt sur la durée. On va passer à la suite. Tu as une carrière assez particulière parce que tu l'as fait en parallèle de tes études. Tu peux nous expliquer comment ça se passe concrètement ? Alors, je fais un bachelor pour être physiothérapeute. Je le fais à 50%, donc je le fais en 6 ans au lieu de 3. Oui. Là, je suis à peu près à la moitié, c'est encore long. Mais du coup, je le fais à la Haute École de Santé à Lausanne. Ouais. Et puis, c'est vrai que leur programme pour les sportifs d'élite est assez bien parce qu'on peut un peu manager comme on veut. On a une discussion avec des gens qui sont responsables de ça pour vraiment manager un peu tout l'horaire, voir un peu aussi avec les compétitions comment ça va. Oui. Donc je pense que c'est pas non plus comme une uni où tu as un vrai 50%. Oui. Il y a des périodes où je suis à 100%, des périodes où je suis à 0%. Mais je pense que le fait de pouvoir manager un peu comme on veut et pas être juste un statut sportif d'élite, mais être pris en considération un peu dans l'ensemble, je pense que ça fait beaucoup et c'est ça aussi qui est cool dans cette école. Et donc, du point de vue de l'école, comment est-ce qu'eux ils font justement pour gérer le moment où il y a les classes, si chacun peut un peu donner son horaire de quand il veut ? Alors, il n'y a pas une chier de sportifs d'élite. Je pense qu'on est genre 2-3 par année, donc c'est assez facile. En soi, c'est pas comme... Ouais, puis c'est des petites volées, on est genre 65. Du coup, je pense que c'est plus facile à gérer aussi. Et c'est pour ça que c'est un peu plus personnel qu'un programme comme à l'Uni. Vous vous alignez entre étudiants du coup, ou est-ce que c'est vraiment chacun de son côté, il a son planning ? Non, c'est un peu chacun de son côté. Ok, cool. Tu as dit que tu fais un bachelor en 6 ans, c'est très long. Est-ce que tu arrives à voir le bout, à te motiver ou c'est parfois difficile ? Non, c'est méga dur. Là, par exemple, lundi, je reprends les cours pour un petit semestre jusqu'à fin juin et je suis pas retournée à l'école depuis décembre 2023. Ouais. Quand même. Donc là, j'ai l'impression d'avoir tout oublié et j'ai pas du tout envie de retourner en cours, mais il faut que je m'y mette. Et puis, ça fait un haut en bas quand je suis en cours ou en stage. C'est vrai que je suis hyper motivée et tout va bien, mais quand il n'y a pas, ça va très bien et j'ai pas envie d'y retourner, quoi. Donc c'est pas facile à gérer. Et puis du coup, pendant cette période-là, comment tu vas faire pour rester au même niveau de performance en athlétisme ? J'essaie d'adapter un petit peu les entraînements. Du coup, c'est pas mal une discussion avec mon coach aussi de voir comment va la fatigue. Après, j'ai aussi des périodes où j'ai pas de cours où je pourrais aller m'entraîner, mais c'est vrai que ça sera plus difficile à faire que si j'ai rien, surtout au niveau du sommeil et tout ça, parce que j'aurais pas les nuits de 10 heures que je me fais depuis une année et demie. Mais faut surtout s'écouter, je pense, et puis pas être frustré si tout à coup à l'entraînement ça va pas parce qu'on est fatigué, parce que c'est normal. Donc là, depuis 1 an et demi, t'es à 100% sur l'athlétisme. Ouais. Est-ce que t'as déjà commencé les démarches justement pour te remettre dans le bain dès l'école ? Est-ce que, je sais pas, tu t'es... Ou pas vraiment ? Non. Ok. Pour ça, du coup, j'ai pas de discipline. Non, mais il faut que je m'y mette. Demain, j'ai rien à faire, donc je ferai ça. Ok, et donc c'est reprise lundi ? Ouais. Bon courage en tout cas. Ah, merci. Et est-ce que ton coach fait aussi partie de cette structure ?
Ouais, c'est vrai qu'il est, il est prof dans cette école. Ok. Et puis aussi assez, il est un peu consultant pour les aménagements sportifs d'élite, donc c'est aussi pratique parce il sait comment ça se passe et puis il est dedans, du coup c'est cool. Donc ça veut dire que c'est vraiment bien pensé par des gens qui ont déjà vécu l'expérience. Exactement, c'est des gens qui sont à la fois dans le sport et dans les études, donc ça c'est cool aussi. Donc il n'y a pas de risque de quiproquo avec des gens qui ne comprendraient pas la réalité d'un athlète. C'est ça, c'est cool, ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer ce bachelor ? Je pense que c'est un métier du coup que j'ai toujours côtoyé en tant que sportif. On va assez souvent chez le physio et puis c'est... Ouais, la santé, j'ai toujours aimé aussi prendre soin des gens, m'occuper des gens, donc je pense que c'est un métier qui me correspond assez bien. Il n'y a jamais eu de doute de partir complètement là-dedans ? Non. J'ai toujours su que j'allais faire ça. On a reçu dans le premier épisode Charles Devantais, que je crois que tu connais assez bien. Lui, il fait aussi pas mal un équilibre entre travail et le sport. Toi, est-ce que tu penses que ça t'apporte quelque chose d'avoir autre chose à côté pour ton équilibre mental ou simplement pour pouvoir souffler, penser à autre chose ? Je pense quand même que c'est important parce que si on dort sport, on vit sport, on mange sport, c'est un peu long. Enfin, c'est vrai que c'est cool de rien faire de ces journées, mais y a des journées qui sont longues. Et puis, avoir quelque chose à côté, le cerveau occupé, c'est assez cool. Et puis, je pense que le fait de travailler ou d'avoir des études, ça donne aussi un peu un cadre de vie assez important. Ouais. Et puis, ça évite aussi le cas qui nous avait dit que justement, lui, il avait les entraîneurs à 16h. Donc, il voyait pas le problème d'aller se coucher à 3h et puis il avait ses 9h au final. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même garder le rythme. Moi, j'essaie de le garder, mais c'est que c'est pas facile quand tu sais que t'as rien à faire le lendemain. Il faut garder le rythme. Et quand tu auras fini ton bachelor, tu vois la suite comment ? À voir, parce que du coup, je l'aurai fini en 2027. À voir un peu mon niveau si je trouve directement un petit 40%, un petit truc pour travailler un peu à côté. J'ai l'impression qu'il y a une petite échéance en 2028. Ouais, justement. Donc, si je veux me concentrer 1 an et demi pour 2028, ça peut être cool aussi, mais à voir aussi d'ici là, si j'ai aussi besoin de ce 40% au niveau de l'argent ou si j'ai pas mal de sponsors d'ici là, donc on verra. Parce qu'après le bachelor, tu comptes arrêter les études à ce moment-là ? Il n'y a pas de master en vue ? Non. Okay, non. On sort avec un papier de physio, donc on peut exercer, c'est ça qui est cool. Top. Et est-ce que tu penses que... Enfin, tu te vois physio après carrière, genre après 40, quelque chose comme ça ? Je sais pas trop, honnêtement. Je me pose pas mal de questions ces temps. C'est vrai que c'est un métier qui me plaît, mais jusqu'à quand, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu axé dans le sport. Donc est-ce qu'au bout d'un moment, j'en aurais pas un petit peu marre ? Je sais pas. Mais en tout cas, bosser un peu là-dedans, et puis après, on verra si je fais une reconversion ou pas. Ouais, j'hésitais à te poser la question avant, peut-être enseigner justement dans l'école dans laquelle t'es, peut-être ça peut être une option justement comme tu as eu de l'expérience. Ou alors changer complètement de registre. Je sais pas. T'as des trucs en tête ou pas ? Je me suis toujours dit que j'en ai marre d'être toute ma vie en habit de sport. Du coup, trouver un travail où je peux bien m'habiller. Non, mais ouais, je sais pas, ou un travail vraiment complètement... Je sais pas. Pourquoi pas ? Ouais. On verra. Ouais. Et il y a un autre sujet qui arrive souvent quand on est jeune athlète, c'est la recherche de sponsors. Est-ce que par exemple, cette structure t'aide dans ce domaine ou tu dois faire ça à côté ? Non, alors je dois faire ça à côté. J'ai un manager qui s'occupe de ça, avec qui je travaille depuis pas longtemps. Du coup, ça fait en sorte que c'est pas nous qui s'occupons de ça, mais parce que ça prend du temps, faire des dossiers, faire des demandes, faire des rendez-vous. Donc d'avoir un manager qui s'occupe de ça, ça enlève un peu un poids sur les épaules. Parce que du coup, avant, c'était toi qui t'occupais à 100% de ça ? Non, j'ai eu un autre manager avant, mais j'ai décidé d'arrêter. Et puis, parce que c'est vraiment pas facile d'avoir une bonne relation aussi avec le manager, d'avoir la même vision de comment approcher des sponsors, approcher des trucs. Et puis, je pense que celui avec qui je suis maintenant va bien faire son travail. Magnifique. On sait que tu as des parents, surtout ton père, qui a une certaine influence. Est-ce qu'il peut t'aider là-dedans ou pas vraiment ? Oui, je pense que ces contacts, ça fait pas mal aussi. C'est vrai que j'ai un fan club depuis l'année passée, donc je sais que pour ça, lui, il fait beaucoup. Avec les contacts, que ce soit mon papa, ma maman ou ma sœur aussi en politique, ça fait beaucoup. Oui, je pense que ça fait beaucoup. Tu as été donc en 2024, l'année passée, à Paris. C'était tes premiers JO. S'il y avait un truc à retenir, ça serait quoi ? La famille là-bas, je dirais. Ouais. Parce que le fait que ce soit à Paris, j'avais vraiment toute ma famille qui est venue me voir, mon copain, la famille de mon copain. Et je pense que ça, si c'était à Los Angeles, peut-être pas tout le monde serait venu. Oui. Donc c'est une opportunité aussi de pouvoir vivre ça avec des gens que tu connais dans le public. Je pense que c'est ça le principal. Est-ce que tu as ressenti une différence
que peut-être s'ils n'avaient pas été là? Oui, je pense. Oui, parce qu'en plus, mon 200 mètres, il s'est pas méga bien passé. J'étais pas très fière de moi parce que j'ai pas réussi à sortir une méga perf et puis tout ça. Mais ouais, le fait de les avoir après autour, de pouvoir rien que faire un câlin à sa maman ou des trucs comme ça, ça fait du bien. Et puis mon copain a pu aussi venir un jour dans le village olympique avec une invitation. Donc ça, c'était aussi cool de pouvoir faire découvrir en soi la vie de village olympique à quelqu'un d'autre. C'est cool. Et ils avaient des places qui étaient données du fait qu'ils te connaissaient ou ils ont dû prendre des places standards avec des billets? Non, alors dans le public, ils ont dû prendre des places standards. On avait 1 à 2 billets par athlète, mais c'était hyper dur de les avoir. Et puis, c'était un peu dispatché dans le... C'était pas méga ouf, mais juste pour la finale du relais, j'ai pu donner un ticket à la maman de mon copain, gratuitement du coup, et ça, c'était cool. Mais sinon, ils ont tous dû acheter leur ticket. Et puis, le village olympique, j'en reviens. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as des choses qui t'ont marqué, des anecdotes? Tout était énorme, en fait. C'était hyper difficile parce que généralement, quand on va en championnat, on est dans un hôtel, on voit rien d'autre que l'hôtel, alors que là, on pouvait se perdre dans les maisons, aller visiter plein de choses, aller manger plein de choses. Il y avait plein d'activités à faire. Donc, c'était assez dur au final de rester sérieux. Mais parce qu'il y a quand même une ambiance assez festive au final. Oui, quand même. Ouais. Dans le hall où on mangeait, il y avait toujours un peu des gens qui venaient faire des spectacles et tout, et du coup c'était méga cool, mais c'était pas forcément dans ta compétition et c'est difficile à gérer, je trouve. Et les fameux muffins des JO? J'ai pas goûté parce que je me suis dit, si je goûte, il y en aura tous les soirs. C'est dangereux. Déjà qu'on avait genre des selecta pour boire des boissons gratuites et tout. Et ça, c'est hyper dur de pas craquer quoi, et boire de l'eau le soir, c'est pas facile. Donc je me suis dit, pas de muffins. Et est-ce que tu as eu ton moment star où tu as rencontré quelqu'un de ton sport ou d'un autre sport qui est très connu et tu t'es dit, ah oui, ça c'est déjà les JO et ça c'est le moment où... Mais pas tant que ça au final. Ouais, c'était triste. Juste un souvenir, c'est qu'un souper, une fois, je me suis assise à côté d'une Norvégienne, je crois, qui était vraiment monstre musclé. Je me suis dit, waouh, mais elle fait quoi, du bodybuilding? Après, j'étais stalkée un peu sur Instagram, puis je l'ai trouvée, puis elle a fait championne olympique. J'étais là, mais elle était vraiment monstre musclé. Et du coup, c'est le seul truc qui m'a marqué. C'est pas mal. Et du coup, est-ce que c'est parce que tu étais un peu timide d'aller vers des grandes stars ou c'est juste parce que tu les as pas croisées? Je les ai pas forcément croisées, non. Je sais pas s'ils étaient pas forcément tous, les grandes stars. Je sais que Stan Wawrinka était pas au village. Ouais, c'est ce que disait Charles aussi, justement, que les grandes stars, ils avaient leur endroit privatisé. Ouais, au final, je pense que tu te payes un hôtel au bout d'un moment parce que c'est vrai que les lignes ne sont pas aussi ouf. Il y a du bruit dans le village, donc tu dors pas non plus méga bien. Donc je pense qu'à un certain niveau, tu te payes l'hôtel, quoi. L'athlétisme, c'est la 2e semaine des JO, si je me trompe pas. La première semaine, tu étais en train de t'entraîner ou tu as eu le temps d'aller voir d'autres compétitions? Parce qu'on sait que c'est pas mal des choses que les athlètes font en général. Du coup, moi, j'étais sur place 12 jours à peu près. Ouais. On n'arrive que 2-3 jours avant notre première course. Donc la semaine d'avant, j'étais pas forcément sur place, j'étais chez moi. Donc j'ai pas forcément eu le temps d'aller voir certains sports. C'est ça qui est dommage aussi, mais la télé, ça va bien aussi. Et du coup, la cérémonie d'ouverture, tu en étais pas? J'aurais pu y aller, mais après le trajet aller-retour, en plus c'était sous la pluie, donc c'est aussi une perte d'énergie. C'est dommage de ne pas avoir pu prendre l'opportunité, mais après, savoir faire des choix. Mais par contre, j'étais à la cérémonie de clôture. Et si tu avais un moment de ce jour-là qui te vient à l'esprit, un truc qui t'a marqué ou... C'est là que tu réalises que tu l'as fait, je pense. Je sais pas si vous avez regardé, mais ils ont descendu un peu des anneaux en ferraille, je pense, au milieu de la scène au bout d'un moment. Puis c'est là que je l'ai regardé, puis j'étais au jeu. C'est là que j'ai vraiment réalisé que je l'avais fait, quoi. Et le moment où il passe le témoin à Los Angeles, est-ce que là, à ce moment-là, tu te dis que j'y serais? Oui, après, c'est 4 ans, c'est long. Après, tu te dis, j'aimerais y aller. En plus, tu vois, c'était qui déjà? J'ai plus le nom. Ouais, mais l'acteur de Mission Impossible. Après, j'ai pas le nom. En plus, tu le vois sur sa moto avec son drapeau derrière et t'as envie d'y être, quoi. Surtout que je pense que Los Angeles, ça sera hyper différent de Paris. Oui. Donc j'aimerais bien vivre une deuxième expérience. Ouais, on me dit à l'oreillette, c'est Tom Cruise. Comment on a oublié ça? Tom Cruise, voilà. J'ai vu aussi que tu as fait le tatouage olympique. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez fait en équipe ou Non, pas forcément. Moi, je me suis toujours dit, si j'y vais et si je cours, je me fais le tatouage. Donc Et au niveau de la compétition en elle-même, qu'est-ce que tu retiens de ces JO? Après coup, je suis hyper fière quand même d'avoir pu courir. C'est vrai que j'ai pu courir 4 fois dans ce stade avec une finale olympique, donc c'était assez incroyable et que du positif. Même si en soi, le 200 mètres, j'étais pas très rapide et puis les 4 fois, on s'est mal terminé. Mais juste l'expérience de pouvoir courir et puis c'est les lois du sport, donc
après coup, il faut être fier de soi. Et puis l'ambiance dans le stade, elle était comment? Parce que je fais de nouveau une parallèle avec Charles, mais il avait dit que c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, vraiment l'ambiance avec le public qui fait beaucoup de bruit et tout. Ouais, Est-ce que ça change je pense, des courses d'habitude? Oui, c'est clair, quand on fait les championnats suisses, il n'y a pas de public comme ça. Après, en soi, on commence à avoir l'habitude parce qu'en championnat, c'est quand même pas mal des grosses ambiances. Après, c'est vrai que les Français étaient très très forts dans le public. Ouais. Oui, Surtout très chauvin. Surtout qu'en finale du relais, du coup, il y avait les Françaises et dès qu'il y avait un athlète français, il criait hyper fort et c'était assez bruyant. Je crois qu'il n'y en a pas, il y a 3 passages dans le relais, il n'y en a pas une qui a entendu l'autre, tellement il y avait de bruit. Ah oui. Parce qu'on est censé crier pour savoir quand on met la main derrière. Oui. Et il n'y en a pas une qui a entendu l'autre et on a mis au feeling. C'était un peu le bordel, mais non. Franchement, le public, c'est assez incroyable aussi de voir plein de drapeaux suisses, c'était fou. Oui. J'ai le souvenir que j'ai une amie d'enfance qui est venue me voir pour le 200 mètres et puis je l'ai vue avec son énorme drapeau. Donc ça fait plaisir à voir. Ouais. Et puis dans ces situations-là, comment est-ce que... Enfin, je sais pas si tu as des techniques, mais comment est-ce que tu fais pour un peu rester dans ta bulle? Moi, je regarde pas trop. Au 200 mètres, justement, j'ai un peu trop regardé et du coup, j'étais un peu sortie de ma bulle et puis j'étais là juste, waouh, c'est énorme. Du coup, au relais, j'essayais vraiment de limite regarder que la piste et pas regarder ce qui se passait parce que c'est tellement énorme. C'est un énorme stade, il y a du bruit, tout est plein, donc faut pas trop regarder. La piste, parlons-en, on a cru entendre que c'était assez spécial. Est-ce que tu peux nous expliquer les sensations? Parce que je crois que c'était pas comme d'habitude, le revêtement. Ouais, je crois qu'ils ont fait un revêtement Mondo, je crois que ça s'appelle, violet, parce qu'il y avait des caractéristiques, je sais pas trop quoi. Mais beaucoup de gens ont dit avant que ça allait être une piste à record, comme ils disent, comme ils ont fait à Tokyo. Ça n'a pas marché sur moi, je sais pas pourquoi. Mais non, en soi, c'est assez... oui, les sensations sont différentes, mais au final, j'ai l'impression, personnellement, quand je suis dans une course, je retiens pas. J'arrive à la fin de ma course et je sais pas ce qui s'est passé. Donc, les sensations, je pourrais pas trop vous dire qu'est-ce qui est différent, parce qu'au final, c'est une piste et je saurais pas trop quoi dire. Donc, ça a rien changé pour toi? Non, à part que du coup, comme c'était un très grand stade, les virages étaient très larges. Ça peut changer un peu. Si le virage est très serré, c'est plus dur à courir que s'il est plus large. Mais par rapport au revêtement, c'est quoi techniquement justement qui font de différent justement pour faire une piste à record? Je sais pas exactement, honnêtement. Là, je sais que il y a un peu 2 styles de pistes, si je dis pas de bêtises. Le tartan, le plus connu, c'est les petits grains qu'il y a un peu partout. Puis là, le Mondo, c'est plutôt des lignes. Puis il n'y a pas cette histoire de grains. Du coup, je sais pas si ça change quelque chose, ou je sais pas si du coup ce qu'ils mettent dessous la piste, ça change quelque chose, je sais pas exactement. En tout cas, toi, t'as pas ressenti de différence sur le moment, quoi. Non. Non. Dans le 200 mètres, tu as couru avec celle qui est devenue après, je crois, vice-championne olympique. Qu'est-ce qui te différencie d'elle? Quel est l'écart? Alors, je pense qu'elle fait déjà 10 kilos de plus que moi en termes de muscles. Ça fait beaucoup. Bon, elle est hyper forte. En plus, elle avait fait la veille, elle avait fait championne olympique sur 100 mètres. Du coup, déjà, elle est arrivée dans la chambre d'appel et j'étais là, waouh. Mais je dois courir contre elle. Et en plus, je me suis dit, je vais jamais réussir à la dépasser. Et c'est quand je parlais du step à dépasser, où il ne faut pas laisser passer les gens et se prendre, se voir devant les gens. Elle, je ne me suis jamais vue devant au final. Et tu la vois partir et tu ne peux rien faire au final. Elle est tellement forte. Il y a un sentiment d'impuissance un peu? Oui, ouais, parce que tu la vois, techniquement, elle est hyper forte. Elle a une force incroyable. Et puis toi, en soi, tu t'entraînes autant qu'elle, mais tu n'es pas à son niveau encore, quoi. Donc, c'est assez frustrant. Et est-ce que tu penses qu'il y a un moyen d'y remédier à ça, peut-être, je sais pas, pour dans 4 ans, dans 3 ans? Oui, ouais, s'entraîner. Après... Mais je dis en termes mental. Ah, mental, oui, je pense qu'il y a du travail à faire. En fait, j'ai pas le même mindset quand je cours une finale au championnat suisse que quand je cours en championnat. Je sais pas trop pourquoi. Clair. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je bosse. En finale de championnat suisse, j'ai peur des autres parce que je les connais toutes et je sais qu'elles peuvent potentiellement me dépasser, mais je peux être devant. Puis quand je suis en championnat international, c'est tellement des filles fortes que justement, je me vois pas encore devant et je suis là juste pour participer. Et ça, c'est un truc à changer encore, je pense. Il y a eu aussi le relais au JO où tu as été... t'as été plus loin dans la compétition, mais ça s'est fini un peu en eau de boudin. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulé le relais? Alors, on avait une équipe toute nouvelle. On n'avait jamais vraiment couru tout ensemble. Parce qu'il y a du coup Mujinga qui nous a rejoints dans l'équipe. En plus, c'était à elle que je devais passer le témoin. Je la connaissais pas beaucoup. Je me suis pas beaucoup entraînée avec elle. Donc, c'était pas mal de pression, je pense, en série. Mais tout s'est bien passé. On a réussi à faire un bon temps. C'est qualifié en finale. Et puis, la finale, on était un peu là. Si on veut une médaille, il faut prendre des risques. Ça veut dire faire des passages encore plus rapides, donc être plus loin l'une de l'autre. Mais ça passe ou ça casse. Ouais, parce qu'arriver en finale et puis juste participer et puis faire un temps... Ça aurait été dommage, surtout qu'il y avait une vraie opportunité. C'est ça, donc chercher l'opportunité, ça n'a pas passé, voilà. Est-ce que le fait
qu'il y ait un peu moins d'alchimie, ça a joué au moment de prendre des risques, tu penses? Peut-être, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être une confiance qui était du coup pas là. Alors que si tu cours toute l'année avec des filles, tu t'entraînes un peu plus, la confiance, tu sais, justement, comme on s'entend pas, au final, c'est le feeling. Et tu sais quand l'autre, elle devrait être là, donc tu mets ta main. Mais s'il n'y a pas ce feeling, peut-être que ça joue moins, je sais pas. Après, c'est le relais suisse, c'est un peu maudit, j'ai l'impression, au final. Oui. Parce qu'on finit toujours disqualifié. Donc, je sais pas, il y a quelque chose à changer là-dedans, mais je ne sais pas quoi. Parce qu'en comparaison, les athlètes allemandes, elles arrivent toujours à faire une course incroyable en finale et chercher des médailles. Alors que tout le reste de la saison, limite, on est devant elles. Donc, oui, en plus ça doit être frustrant. Pourquoi chez elles ça marche et chez nous ça marche pas, je sais pas. C'est la rigueur allemande. Pourtant, avec les Suisses allemands, ça devrait marcher aussi chez nous, mais faut croire que non. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une partie de responsabilité de la part des entraîneurs de justement former une équipe qui n'est pas peut-être au top en termes d'alchimie, comme a dit Luca? Peut-être, oui. Après, c'est hyper compliqué parce que Mujinga, elle a un calendrier hyper rempli aussi toute l'année. Donc, pour qu'elle vienne en entraînement, c'est plus compliqué. Et je comprends qu'au bout d'un moment, elle priorise sa carrière à elle parce qu'elle n'a pas besoin de nous. Alors que toutes les autres, on est un peu... Enfin, pour faire une médaille internationale, on a besoin du relais parce qu'en individuel, on n'est pas assez bonne. Oui. Donc, c'est un peu deux cas différents. Et je comprends que c'est pas facile à gérer. Mais c'est vrai que sans la confiance, tu fais pas grand-chose. Et les coachs, peut-être, devraient gérer différemment. Je sais pas trop. Mais là, on a un nouveau coach, donc on verra ce que ça donne. Et en tant qu'athlète de 200 mètres, comment tu réduis ton effort pour qu'il soit parfait sur 100 mètres? Alors, en relais, on court jamais forcément que 100 mètres. Parce que du coup, comme il y a les passages. Les passages, ça fait à peu près 120 mètres, quelque chose comme ça. Donc déjà, je pense pour ça, d'être une coureuse de 200, c'est assez cool parce qu'on a un peu plus de résistance que juste 100 mètres. T'as l'impression que ceux qui font que du 100 mètres, ils sont un peu cramés sur la fin Peut-être, généralement, les gens qui sont plus vite cramés, on les met soit du coup au début ou à la fin, parce qu'il y a un passage de moins, donc 20 mètres de moins à courir, généralement un peu moins. Et puis, je pense que la courbe fait beaucoup quand on est une coureuse de 200 mètres, on sait courir en virage, généralement. Donc moi, du coup, comme je suis toujours en virage, ça me va bien. D'ailleurs, t'en as fait un supersonique, je crois, en demi... Oui. Donc non, je fais des bons temps en virage, donc c'est ça qui est cool. Généralement, je fais des meilleurs temps en virage qu'en ligne droite, alors que ça paraît un peu illogique parce que tu perds de l'énergie à tourner, mais au final, je suis plus rapide en virage qu'en ligne droite, donc des fois, c'est un peu bizarre. Et ça, si tu pouvais expliquer justement quelle est la différence entre une ligne droite et un virage? Parce que pour un humain normal, ça a l'air juste... il faut courir, quoi. Oui, alors en soi, c'est un peu ça. Il faut juste courir. Et puis, c'est surtout en regardant certaines personnes, ils savent pas courir en virage, tu vois, qui perdent beaucoup d'énergie à essayer de tourner, alors qu'au final, il faut un peu se laisser tourner. Enfin, c'est un peu un truc, tu l'as ou tu l'as pas, j'ai l'impression. Donc, c'est pas forcément une technique à entraîner, c'est plus peut-être au niveau de la corpulence aussi? Ouais, peut-être aussi. Et puis, faut quand même un peu aller chercher. Du coup, la hanche et la jambe droite doivent faire un petit peu plus de trajet. Puis, si on a ce move, ça marche bien. Et puis, si on l'a pas, Et donc, toi, tu l'as? Je pense que je l'ai, oui. C'est quelque chose que tu as entraîné ou tu l'avais naturellement? Non, alors je pense que ça s'entraîne, mais c'est vrai que je pense que dès le début, j'étais assez bien en virage et toujours à l'aise. Ouais. Et est-ce que ce virage-là, je crois qu'il y a des gens les couloirs, vous partez pas en même temps. Comment tu arrives à gérer quand tu vois quelqu'un qui est à côté de toi, qui est censé être derrière toi, il arrive à ton niveau, mentalement? Est-ce que tu regardes ou est-ce que tu es dans... Ça dépend parce que du coup, si elle est à l'intérieur et puis qu'elle te mange, c'est presque plus logique que si elle est à l'extérieur et qu'elle te mange parce qu'elle a plus de... Donc ça dépend aussi un peu. Puis généralement en relais, tu sais tu cours avec des filles qui sont très fortes en virage, donc tu sais un peu tu sais si tu vas te faire bouffer ou pas. Je pense que tu connais un peu les concurrentes, mais après ça donne aussi un peu l'envie d'aller manger les gens. Tu vois qu'il y a quelqu'un devant, donc tu vois, tu peux t'aspirer à elle et puis la manger. Et c'est ça qui est cool aussi. Donc toi, tu as plus la motive de regarder devant que à côté ce qui se passe. C'est pas, c'est pas important. Oui. Est-ce que tu fais une préparation spéciale en équipe pour se dire... l'ordre de passage, est-ce qu'il est prédéterminé ou... Généralement, c'est l'entraîneur qui choisit... on a souvent quand même les mêmes places. C'est l'entraîneur qui choisit genre 2-3 jours avant la course. Ouais. Mais toi, on va jamais te voir en ligne droite? Peut-être. Parce que peut-être du coup peut-être, je sais pas exactement comment, ça dépend du coach en fait, on n'a pas trop notre mot à dire là-dessus. Et c'est quelque chose quand même qui t'intéresse ou est-ce que tu préfères quand même le couloir? Alors je préfère du coup le virage parce que le virage, bêtement en virage on prend avec la main droite le témoin et puis en ligne droite avec la main gauche et je suis beaucoup moins à l'aise de prendre avec la gauche, donc moi ça me va bien d'être dans le virage, mais après il faut essayer d'être prête à aller courir en ligne droite et ça va. Enfin, j'ai aussi fait une course l'année passée en ligne droite et ça s'est bien passé. Et le relais, je crois que vous êtes plus que 4 dans la sélection. Comment elle se passe, la décision pendant les compétitions de qui va courir quand? Est-ce qu'il y a des gens qui font les quarts et après ils font plus les demi et les finales? Comment ça se passe? Ça dépend un peu. Généralement, c'est souvent quand même la même équipe en série qu'en finale.
Parce que, du coup, la série, c'est une course un peu plus chill. Et puis, en finale, on va chercher un peu plus de risques. Donc, généralement, s'il n'y a pas de soucis et pas de blessures ou autre, c'est généralement la même. Et puis, on sait, à Paris, on a su le jour d'avant, le matin d'avant, qui courait. Donc, c'est jamais forcément facile pour celles qui courent pas. Et pour celles qui courent, qui étaient peut-être dans l'incertitude, comment ça se passe? C'est un soulagement. Après, c'est toujours un peu difficile parce qu'on n'ose pas trop pas fêter, mais Oui, bien sûr. on sait pas trop où se mettre quand on voit qu'il y a 2 personnes qui sont tristes de pas courir. C'est un peu toujours pas Surtout facile à en Suisse, gérer. j'ai l'impression. On a un peu cette mentalité d'humilité, oui. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est la loi du relais. Et puis si tu n'es justement pas sélectionné, comment est-ce que tu restes pro, on va dire? Alors, c'est hyper difficile. Là, justement, à Paris, c'était pas facile parce qu'on a appris le matin d'avant à 10h. Et à 10h30, on devait aller s'entraîner. Ah oui. Donc ça, c'était vraiment pas facile parce que j'ai l'impression que les 2 remplaçantes n'ont pas eu le temps de... Parce que c'est normal d'être triste, c'est normal d'être énervé. Et je pense qu'ils font un temps, du coup, pour aller pleurer. Enfin, moi, je sais que je suis une pleureuse pour ça. Aller pleurer et se dire, on doit être là pour l'équipe, on doit être... Alors que là, c'était tout enchaîné et puis du coup, tout le monde était un peu triste à l'entraînement. C'était un peu bizarre comme feeling. Mais je pense on a le droit d'être triste, mais après, il faut mettre sa rancœur de côté et puis être là pour l'équipe. C'est aussi important et être prête surtout à courir parce qu'il peut se passer n'importe quoi à l'échauffement. Toi qui as un peu raté ton 200 mètres, comment tu arrives à te remettre dans le bain et te reconcentrer après pour le relais? C'était déjà hyper dur après le 200 parce que je me suis dit, mais je suis pas rapide, je suis pas en forme maintenant, ils vont pas me prendre pour le relais. Donc, j'étais vraiment pas sûre de courir, j'étais méga angoissée. Et puis, le fait que l'entraîneur me fasse confiance et me choisisse, du coup, ça m'a redonné un petit coup de boost. Et puis, c'est différent de courir en relais parce que t'as une pression différente. Et en fait, c'est fun, le relais. Oui. Et du coup, tu t'en chauffes en groupe et tout. Et t'es jamais seul sur la piste, t'as toujours une équipe derrière toi. Donc, c'est ça qui est cool aussi et c'est différent. Et finalement, s'il y avait une chose que t'as appris pendant ces Jeux, sportivement ou en général, qu'est-ce que ce serait? Alors, ce que j'ai appris, c'est que j'ai encore beaucoup de travail à faire, je pense. Que ce soit mentalement, physiquement, parce que je suis arrivée à des Jeux et j'avais couru, la semaine avant d'aller aux Jeux, j'avais couru 23-20, tranquille à Lausanne, sans pression. Ouais. Puis j'arrive aux Jeux, je dois être en forme, et puis je fais 2 dixièmes de plus en faisant genre 23-40. Ouais, donc là, c'est quand même que j'ai mal géré un truc, donc c'est ça qu'il faut que je travaille. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Tu te sens moins sous pression quand tu cours juste comme ça et tu penses pouvoir faire des meilleurs temps? Ouais, peut-être. Après, comme j'avais fait au championnat suisse, juste avant les Jeux, j'avais fait 22-72. Donc, un 23-20, en soi, c'était même pas un si bon chrono. C'est quand même une demi-seconde plus lent que mon chrono, du coup. Mais faire 23-40, c'était vraiment pas ouf. Et puis, je me suis crispée, j'avais pas la pression que j'avais. Tout était un peu différent et c'est ça qui est pas ouf. Ok. Et donc, ça structure ton travail maintenant de comment tu appréhendes les choses. Exactement. Oui, et puis surtout, je pense que c'est aussi la première expérience au JO, ça doit être simple pour personne. Et donc, je pense qu'en vue justement peut-être de 2028, c'est peut-être un must de passer par cette case justement de toute la première expérience, la pression et tout, pour mieux faire. Ouais. Puis je dis toujours, là j'ai réalisé mon rêve d'aller aux Jeux. Maintenant j'ai l'objectif d'y performer et je pense que c'est un mindset différent de se dire juste c'est incroyable, je suis aux Jeux. Ouais, tout à fait, ouais. Mais je vais aller aux Jeux pour performer, c'est un mindset différent dès le début, je pense. Donc tu penses que Paris, tu l'as un peu vécu un peu trop, peut-être en profitant de chaque instant et tu as... Ouais. Okay. Intéressant. Ouais. Donc on a compris que la saison 2024 c'était assez spécial. Maintenant une saison plus standard, j'imagine, comme cette année, comment ça se structure? Alors elle n'est pas forcément moins remplie. On a début mai, on a des championnats du monde de relais en Chine pour qualifier l'équipe pour les championnats du monde qui est en fin de saison en septembre. Ouais. Donc un gros voyage en Chine début mai pour commencer la saison. Ensuite, entre-temps, j'ai des examens pour l'école. Et puis cette année, je vais aussi faire les universiades. C'est les championnats du monde universitaires. En Allemagne sur 200 mètres. Du coup, ça, c'est un peu la seule fois que je vais pouvoir faire parce qu'après, je serai trop âgée. Oui. Donc, j'aimerais bien assez performer. Je sais pas en combien ça s'est gagné l'année passée, mais je pense que je peux faire une finale. Et puis, j'aimerais bien monter sur le podium une fois, ça peut être cool. Et puis après, du coup, les championnats du monde à Tokyo en septembre. Donc, il y a quand même 3 championnats cet été. Donc, ça va être un été assez chargé et puis assez long. Parce que du coup, comme on commence début mai et on doit être en forme fin septembre, c'est assez dur aussi parce qu'il faut aller chercher des chronos pour se qualifier pour Tokyo, ou des points. Mais là, j'essaie de cette fois choper les minima et pas toujours devoir grappiller au ranking parce que c'est aussi assez stressant. Tu sais jamais si tu vas y être et si tu fais ton temps, tu vas y être. Il suffit qu'une fille est devant toi, elle fasse la perf et puis tu te fais coiffer au poteau, c'est dommage. C'est ça. Alors que si tu fais les minima dès le début, tu les as fait et si tu es dans les 3 premières Suisses, tu y vas, quoi. Donc voilà, grosse saison. En ayant justement autant de grosses échéances, est-ce que
tu mets quand même la priorité sur certaines ou justement tu essayes d'être assez équilibré entre toutes? Je pense que... Alors, mon gros objectif de la saison, c'est quand même Tokyo, du coup, enfin. Mais comme les universiades, c'est en juillet, je pense que j'ai le temps de faire 2 gros pics de forme, je pense. Oui. Après, c'est mon coach qui gère, donc moi, je fais ce qu'on me dit à l'entraînement et voilà. Ok. Mais après, les championnats du monde de relais, c'est un petit peu différent parce que c'est pas des courses individuelles, c'est en début de saison. Donc, l'objectif, ça sera de qualifier l'équipe, mais ça sera pas non plus là que je serai méga en forme, je pense. Là, on prend le temps de construire à l'entraînement, de travailler sur les choses. Donc, c'est que dans 1 mois et demi. Ouais. Là en Chine, donc en soi il n'y a pas beaucoup de temps, donc je pense que ça sera une saison où tu construis et tu deviens de plus en plus forte. Trop bien. Comment justement tu arrives à planifier ta saison pour atteindre ton pic de forme au bon moment? Alors ça, c'est les plans d'entraînement. Mais je pense que ouais, c'est toute une... Alors moi, j'en sais rien. C'est une routine optimale ou ça dépend des années, des échéances? Non, je pense que c'est quand même une routine. S'il y a un plan qui fonctionne sur une personne, c'est qu'il va fonctionner un peu chaque année. Il n'est pas uniforme à tous les athlètes, du coup, si je comprends bien. Non, pas forcément. Okay. Surtout qu'on est un groupe qui faisons du 100, 200 et 400. Oui. Donc là, les entraînements sont un petit peu différents si on fait quelle discipline on fait. Et puis les profils sont différents. Il y a des gens qui préfèrent faire ça, qui sont plus réactifs à ça. Donc pour ça, je pense que l'entraîneur doit connaître tous ses athlètes. Et puis au niveau de la récupération, tu sais aussi que ton pic de forme, il doit être là. Donc tu mets plus l'accent de la récupération. Enfin, tu changes un peu tes récupérations pour être en forme là. Et il y a des moments dans l'année où tu es un peu plus chill, où il n'y a pas trop d'échéances? Oui, maintenant, là, on est en train de bien s'entraîner depuis 2 semaines, on a repris. Et puis, on part en camp d'entraînement après à Pâques. Donc, c'est vraiment une période où t'es pas plus chill parce que les entraînements sont durs, mais plus chill au niveau de la pression parce que tu t'embêtes pas à l'entraînement, t'es pas en train de te dire c'est maintenant que je dois être en forme. Enfin, t'as le temps, quoi. Je comprends. Donc, c'est maintenant que c'est chill. Et en termes de préparation physique et mentale, ça se fait au cours de la saison ou t'as vraiment des stages spécifiques à ça? Comment ça... La préparation mentale, je la fais un peu tout au long de l'année. Ok. Et puis, préparation physique, ouais, on a les camps d'entraînement. Généralement, on part chaque fois à Pâques au soleil pour avoir un peu plus de soleil et de chaleur pour pouvoir travailler un peu plus spécifiquement. Puis c'est là, du coup, aussi qu'en camp d'entraînement, on met l'accent parce que du coup, t'es là que pour faire ça. Oui. Et c'est là qu'on peut vraiment bien bosser, je pense. Et puis, une journée de camp d'entraînement, elle consiste à quoi? Du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu vas te coucher? Une journée type, un peu, tu te réveilles... En fait, tu es là pour t'entraîner, donc tu te réveilles genre 2 heures avant l'entraînement, tu vas déjeuner, tu te prépares, tu t'entraînes le matin. Après, généralement, tu vas dîner assez vite. Et puis, ça dépend des jours, mais des fois, on a soit un gros entraînement l'après-midi, soit un petit genre yoga, stretching, soit plage. Moi, j'adore aller à la plage en camp d'entraînement. Je fais ma récup à la plage. Et puis, le soir, généralement, on fait soit des bains froids ou des saunas, ou des trucs comme ça, avec rendez-vous de physio aussi, parce qu'on a toujours des physios et des ostéos qui nous accompagnent. Donc, il faut profiter. Du coup, 1 heure de thérapie par jour aussi, ça fait du bien. Et puis, manger, puis aller se coucher. Et tu sens quand même qu'il y a une certaine différence par rapport aux entraînements d'ici, en termes de résultats peut-être? Oui, quand même, le fait que je pense que tu es focus que sur ça et tu arrives à bien récupérer, parce que c'est vrai que quand tu es à la maison, tu as toujours quelque chose à faire, des courses à organiser, machin. Donc le fait aussi d'être à l'étranger, oui, ça... Ouais, parce que t'as rien à faire, t'es dans un hôtel et tu peux vraiment bien récupérer et être focus que sur l'entraînement. Donc je pense que ça, c'est important aussi. Par exemple, quand vous faites des compétitions en Asie ou en Amérique, le décalage horaire, vous le gérez comment? Vous allez longtemps avant pour vous acclimater ou ça se passe quoi? Ça dépend un peu. Généralement, on part 1 semaine avant. Ouais. Quelque chose comme ça quand c'est un peu loin. Puis sinon, si je vais en Allemagne, c'est 2-3 jours avant, pas plus. Après, tu dois gérer un peu, prendre soit des somnifères ou mélatonine. Moi, je prends beaucoup pour genre caler ton cycle de sommeil le plus facilement possible. Après, là, typiquement, en Chine, ça sera plus facile parce que je crois toujours... Non, du coup, c'est le retour. Je crois que ça sera plus dur à l'aller qu'au-retour. Je sais pas comment ça va. Moi non plus. Mais en tout cas... Ouais, parce que l'année passée, oui, je crois que ça sera plus dur au retour, en allant là-bas qu'en revenant. Du coup, là, tu sais que tu dois gérer un peu plus en ayant des somnifères. Puis vraiment, le plus vite possible te caler au rythme parce que tu as des entraînements et tu dois assez vite te reposer, je pense. Et à quel point tu es suivi sur ton sommeil ou sur la diététique ou des choses comme ça par tes coachs? Les coachs, ils ont un œil un peu global. Enfin, c'est un peu selon les athlètes, mais moi, j'aime bien. Du coup, pour le sommeil, j'ai une super montre qui me dit si j'ai bien dormi ou pas. Mais après, j'essaye pas de faire aussi mon propre avis avant de voir ce que la montre elle dit, parce que des fois, c'est pas forcément la même chose. Et puis, je fais beaucoup ressenti. Je fais pas trop regarder si j'ai bien dormi, j'ai bien dormi. Puis si j'ai pas bien dormi, c'est mon ressenti à moi. Ok. Et puis, au niveau de la diététique, j'ai une nutritionniste qui me fait tout mon petit plan, quoi manger, les quantités et tout. Donc ça, c'est assez... j'ai ma petite routine maintenant. J'ai mon petit plan ici.
Et tu as dit que mentalement, il y avait eu un petit problème à Paris. Est-ce que tu as changé quelque chose sur ce plan-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te suit spécifiquement ou c'est en équipe? Je fais beaucoup de travail, moi, sur des visualisations. Je visualise beaucoup plus, du coup, mes courses. Je l'ai fait pas mal cet hiver. Puis ça a bien marché, mais j'essaie vraiment de faire beaucoup de visualisations. Après, est-ce que j'aurais besoin d'un support aussi à côté? Peut-être. Je sais que j'en ai eu beaucoup, besoin au passé. Mais maintenant, j'ai l'impression que j'ai un peu mes stratégies de visualisation et de travail mental à moi, je pense. Tu as parlé avant des championnats universitaires. Est-ce que, j'imagine que les États-Unis performent pas mal là-dedans parce qu'ils sont assez sport universitaires. Est-ce que ça t'a déjà tenté d'aller faire l'uni là-bas pour être dans des programmes Alors, j'ai souvent reçu des petits DM sur Insta, des gens qui recrutent, mais Ok. en fait, je suis tellement bien chez moi que moi, j'ai pas forcément envie de partir. C'est vrai que pour le cadre et tout ça, c'est hyper intéressant, mais au final, si t'as pas ton entourage et tout, moi, je sais que ça fonctionnerait pas. Parce que j'ai besoin d'être bien entourée. Je suis pas forcément quelqu'un de très social non plus, donc j'ai besoin de mon petit cocon à moi, et tout déplacer aux États-Unis, je pense pas que ça marcherait pour moi. Et puis surtout que j'ai l'impression qu'ils sont très forts quand ils sont à l'uni, mais que dès qu'ils sortent de l'uni, il y en a pas beaucoup qui sont aussi incroyables. Il y en a pas mal que ça. qui tombent un peu dans l'oubli. C'est ça, donc je sais pas à quel point ça marche sur le long terme surtout. Et ça, justement, ce problème avec les unis aux US, tu penses que c'est dû à quoi? Je sais pas exactement, j'espère que c'est pas des trucs de dopage, mais je pense pas. Mais je pense que le cadre est tellement incroyable, on voit toujours des vidéos des infrastructures et tout, et t'as tout sur place. Donc tu tombes un peu de haut après. Je pense, ou peut-être tu dois gérer un peu plus toi ta carrière après, ou créer ta récupération et ton truc, que t'es tellement, je pense, entouré pendant tes années d'uni qu'après tu galères, je pense. Donc finalement, le cadre de Jean-Ny, c'est celui qui te convient le mieux. Jean-Ny, c'est parfait. Et pour le futur, donc on a compris saison 2025 assez chargée. Comment ça va se passer pour aller en direction de Los Angeles? C'est dans 3 ans et demi maintenant, donc c'est encore long, mais après chaque année nous on a un peu ça alterne avec championnat du monde et championnat d'Europe. Donc cette année c'est championnat du monde, l'année prochaine c'est championnat d'Europe. Donc on a toujours un petit peu des échéances, et je pense que c'est important de voir l'échéance du moment plutôt que l'avoir dans 3 ans, parce que c'est ces championnats chaque année qui vont me préparer pour Los Angeles au final. Mais donc je me mets pas trop dans la tête dans 3 ans, je me mets plutôt dans le court terme. J'imagine que tes objectifs au championnat du monde et d'Europe sont très différents parce que la concurrence n'est pas du tout la même. Je pense que les très forts en athlétisme, ils viennent pas forcément d'Europe. Du coup, comment tu arrives à interpréter tes résultats en Europe à l'échelle mondiale? Quand tu vas dans un championnat du monde, c'est des objectifs différents. Mais comment expliquer typiquement au championnat du monde cette année, fin septembre, j'aimerais bien aller en demi-finale. Mais par exemple, l'année prochaine au championnat d'Europe, moi j'aimerais bien faire une finale. Tu regardes plutôt tes temps que t'es en... Après, ça dépend aussi beaucoup des gens qui sont là, parce que ça dépend aussi de chaque année. Là, l'année passée, on avait une année olympique, donc tout le monde était très en forme au championnat d'Europe déjà. Donc peut-être cette année, il y aura un petit trou, il y a toujours un petit trou après les Jeux, donc ça dépend aussi beaucoup des temps que fait les autres. Et puis, je pense que quand tu fais un championnat d'Europe, j'aurais toujours un peu, pas une dizaine de places, mais des objectifs un poil plus haut. Aussi, genre, si je vise une demi au monde, ça veut dire que je vise une finale aux Europes ou des trucs comme ça. T'es déjà en train de planifier une espèce de montée en puissance vers 2028 ou c'est beaucoup trop tôt? Au niveau du plan d'entraînement, tu dis? Par exemple. Ou simplement de la préparation en général ou de l'organisation? Alors au niveau du plan, je pense pas forcément que ça se joue maintenant. Alors on essaie de travailler sur des trucs techniques sur le long terme, donc en soi pour que ça soit bien en 2028, mais au niveau de la préparation, c'est surtout au niveau des sponsors. Je pense que là on essaie de chercher des sponsors jusqu'en 2028 pour être un petit peu plus tranquille et pas avoir besoin de chaque année de faire un travail de sponsor pour financer la saison. Donc je pense que pour ça se fait beaucoup. Et puis ça justement, comment est-ce que vous arrivez à y remédier, parce que tu nous as dit avant off que c'était vraiment pas simple. Est-ce que vous avez justement des techniques, ou est-ce que justement ton manager qui t'aide par rapport à ça, il aide aussi pour l'équipe de relais ou l'équipe d'entraînement? De relais. Non, pas forcément, parce que l'équipe de relais, elle est très financée. On a pas mal de fonds pour les femmes, en tout cas, par la fédération. Donc c'est vrai, on a toujours une petite participation quand on va en entraînement ou autre. Donc ça, c'est cool. Et puis des primes de compétition. Donc c'est les sponsors personnels vont pas influencer l'équipe. Non. Et puis pour justement l'équipe d'entraînement,
Est-ce que tu arriverais à peut-être dire les différences, justement, peut-être si c'est plus galère? Je dirais qu'aussi au niveau de l'entraînement, oui, on a peut-être des petits sponsors communs, genre on va s'entraîner dans une salle à Lausanne de muscu, puis ça, on est tous un peu sponsorisés par eux parce qu'on paye pas pour y aller. Ouais. Mais après, encore une fois, mon manager, il trouve les sponsors pour moi et pas forcément pour le... Ça se fait beaucoup dans le demi-fond d'avoir une équipe sponsorisée par un équipementier, par exemple. Mais là, dans notre groupe, pas forcément, parce que chacun a son niveau et c'est hyper dur aussi de trouver un équipementier qui veut sponsoriser une dizaine d'athlètes, quoi. Et tes objectifs, si on peut dire, pour 2028, c'est quoi? En relais, atteindre une finale ou je pense carrément viser la médaille? Il faut viser la médaille, là, gentiment, parce qu'on n'en a jamais eu. Médaille avec le 4x100, ça serait vraiment bien. Après, le truc, c'est que c'est dans 4 ans, il y a énormément de filles qui courent vite. Donc, je pense déjà rien que l'objectif d'être dans l'équipe qui court, ça peut être assez... il faut gagner sa place chaque année, au final, et à chaque championnat. Puis après, sur le 200 mètres, j'aimerais bien aller le plus loin possible. Je me dis il faut vraiment avoir un niveau de dingue pour aller en finale. Voilà, si je cours 22,72, je pense qu'il faut faire 22,0 pour aller en finale. Donc, j'espère descendre mon chrono et j'espère pouvoir le descendre jusqu'à Los Angeles pour être le plus proche de la finale possible, on va dire. C'est vrai que la Suisse n'a pas encore fait de médaille, mais ils ont quand même fait des très très bons résultats. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de gens qui ont envie maintenant de faire partie de cette équipe de relais, du coup, grâce à ça? Je pense que oui, dans tout l'athlétisme suisse, il y a un niveau de dingue. On fait pas mal de médailles en championnat d'Europe et championnat du monde. Donc, je pense que ça pousse aussi les jeunes à se motiver, à rien que s'inscrire dans les clubs. Je sais qu'il y a une monstre liste d'attente, en tout cas dans mon club, pour commencer à s'entraîner. Donc, je pense que le niveau monte, ça pousse tout le monde à être plus fort. Et s'il y avait un autre rêve sportivement ou hors du cadre sportif qui te tient à cœur de réaliser dans les prochaines années? Il y a toujours une envie de faire une médaille en individuel. C'est vrai un grand championnat, donc là il y a les universiades, mais pourquoi pas genre dans 3 ans ou même l'année prochaine viser une médaille au championnat d'Europe. Ça peut être, il y a du boulot à faire, il y a un monstre chemin à parcourir, mais ça pourrait être incroyable. Je pense que c'est un peu l'accomplissement d'un athlète de faire une médaille soi-même et pas forcément avec un collectif. Écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas. Yes. Maxime, est-ce que tu as encore d'autres questions? Moi, je crois qu'on a fait le tour. Et si on veut te suivre, tes performances, ou même t'aider, peut-être, comment est-ce qu'on peut le faire? Alors, je mets beaucoup sur Instagram, du coup. On mettra tout ça en description. Sur mon Instagram, je mets pas mal de stories aussi en compétition. Je fais toujours un peu des débriefs de mes compètes ou de l'entraînement. Et puis, aussi, du coup, sur mon Instagram, dans les petits liens, j'ai aussi mis le lien pour mon fan club. Ouais. C'est vrai que ça fait la 2e année que j'ai ça maintenant. C'est un peu pas grand chose, c'est un petit peu une communauté. Je fais beaucoup sur un canal WhatsApp où je mets des informations, petites news et tout ça. Et puis j'aimerais un peu développer en faisant un peu des concours pour gagner genre des places à Atletissima, des trucs comme ça peut être méga cool. Donc ça, c'est aussi Puis ça apporte du soutien, tout simplement. Un moyen pour me soutenir, ce fan club. Et d'autres, je sais pas, un site Alors, comme je travaille avec mon nouveau manager, le site est en cours de production. Je sais pas comment on se dit, Du coup, je pense que, aussi via Instagram, je mettrai tout ça quand ça sera sorti, mais ce sera certainement un truc levni.t.ch ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas encore sorti. Nickel. On te remercie et on te souhaite une bonne suite. S'il y a d'autres athlètes qui aimeraient participer à notre podcast, le mail, il est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Vous pouvez nous suivre toujours sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. On remercie aussi le restaurant El Cilento pour son soutien. On remercie l'équipe régie. On remercie Maxime. Merci à toi, Lucas. Et puis on vous dit à bientôt pour un prochain épisode.